Vous savez ce moment où vous réalisez que vous avez donné votre vie entière à quelqu'un qui vous considère comme un meuble? Moi, je l'ai vécu à 68 ans. Dans ma propre cuisine. Celle que j'avais payée avec mes derniers sous. Abonnez-vous pour entendre la suite de cette histoire qui va vous glacer le sang. Il pleuvait ce matin-là. Cette pluie parisienne qui s'insinue partout, qui traverse les manteaux, qui colle aux vitres comme des larmes. Je me souviens du bruit sur les carreaux de ma cuisine. Tape, tape, tape. Régulier comme un métronome comptant mes dernières heures dans cette maison. Ma maison. Enfin, celle que je croyais être ma maison. Lucas était assis à la table que j'avais cirée 1000 fois. Sa femme, Sophie, debout derrière lui comme une sentinelle. Leur visage, mon Dieu, leur visage. Froid comme le marbre du Père-Lachaise. Maman, il a dit. Le mot a sonné faux dans sa bouche. Il faut qu'on parle. Vous connaissez cette sensation? Quand votre estomac se noue avant même que les mots arrivent. Quand votre corps sait déjà ce que votre tête refuse encore d'entendre. J'avais 68 ans. Une vie entière derrière moi. 40 années à élever ce garçon seul après que son père nous ait abandonnés pour sa secrétaire de 25 ans. 40 années à faire des doubles shifts à l'hôpital Saint-Louis pour qu'il ne manque de rien. 40 années à économiser chaque centime pour qu'il puisse faire ses études d'ingénieur. Et maintenant, il était là. Mon fils unique. Mon univers. En train de m'expliquer pourquoi je devais partir. Tu comprends? Avec le bébé qui arrive. Quel bébé? Ah oui. Celui dont personne ne m'avait parlé. Celui que j'ai découvert en voyant Sophie poser instinctivement sa main sur son ventre encore plat. Félicitations, j'ai murmuré. Ma voix m'a paru venir de très loin. Quand? Dans 6 mois. Sophie a parlé pour la première fois. Sa voix était neutre, professionnelle. Comme si elle annonçait la météo. On aura besoin de ta chambre pour la nurserie. Ma chambre. La chambre où j'avais dormi seule pendant 3 ans. Depuis le jour où j'avais vendu mon appartement de Belleville pour sauver leur mariage financièrement parlant. Depuis le jour où j'avais liquidé ma retraite, mes économies, jusqu'au dernier sou, pour éviter qu'ils perdent cette maison. Cette maison que j'avais sauvée. Cette maison où ils me demandaient maintenant de partir. Où est-ce que tu veux que j'aille? Les mots sont sortis tout seuls. Comme un cri d'animal blessé. Lucas a évité mon regard. Ses doigts tambourinaient sur la table. Cette manie qu'il avait depuis petit quand il mentait. Il y a des résidences pour personnes âgées très bien, tu sais. Des endroits où tu te sentirais moins seul. Seul. Moi qui n'avais jamais été seul tant que je vivais pour lui. Moi qui avais renoncé à 3 demandes en mariage parce qu'aucun homme ne pouvait comprendre qu'il passait avant tout. Moi qui avais travaillé jusqu'à 65 ans pour qu'il puisse reprendre ses études après son premier échec. Seul. Et avec quel argent? Ma voix était devenue un filet. Tu te souviens? J'ai tout donné pour vous sauver. Silence. Un silence qui a duré une éternité. Le temps de 4 battements de cœur. Le temps que la réalité me frappe comme une gifle. Ils savaient. Ils avaient toujours su. On pensait. Sophie a commencé, puis s'est arrêtée. Elle a regardé Lucas. Il a hoché la tête. On pensait que tu pourrais demander l'aide sociale. Tu as droit à des allocations maintenant. L'aide sociale. Moi qui n'avais jamais rien demandé à personne. Moi qui avais préféré faire des ménages en plus de mon travail d'infirmière plutôt que de toucher des aides quand Lucas était petit. L'aide sociale. J'ai fermé les yeux. Derrière mes paupières, j'ai revu ce jour de février où Lucas était venu me voir, les larmes aux yeux. Sa boîte de consulting qui coulait. Les dettes qui s'accumulaient. L'huissier qui menaçait de saisir la maison. Maman, j'ai besoin de toi. Ces mots-là, ils avaient encore sonné juste. J'avais regardé mes relevés bancaires. Mon petit appartement de Belleville que j'avais mis 20 ans à rembourser. Mes placements pour la retraite. Mes économies de toute une vie. Et j'avais dit oui. Bien sûr que j'avais dit oui. Parce que c'était mon fils. Parce qu'une mère ne laisse jamais tomber son enfant.
Parce que j'étais naïve au point de croire que l'amour était réciproque. J'avais vendu l'appartement en 3 semaines. Liquidé tous mes placements. Jusqu'à la broche de ma grand-mère que j'avais portée à mont-de-piété. Cette broche en or que 6 générations de femmes s'étaient transmises. Tout. J'avais tout donné. 200 000 euros. Mes économies de 40 ans de travail. Et maintenant, 3 ans plus tard, ils me demandaient de partir parce qu'ils avaient besoin de ma chambre. Combien de temps j'ai demandé. 1 mois, a répondu Lucas. Ça te laisse le temps de trouver quelque chose de bien. 1 mois. 30 jours pour effacer 68 ans de vie. 30 jours pour digérer que mon fils me jetait comme un Kleenex usagé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fait mes comptes sur un bout de papier. Encore et encore. L'espoir idiot que j'avais mal calculé. Qu'il me restait quelque chose. N'importe quoi. Pension de retraite, 1 200 euros. Loyer moyen pour un studio à Paris, 1 000 euros. Il me restait 200 euros pour vivre. Pour manger. Pour me soigner. Pour exister. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis la mort de ma mère, j'ai pleuré comme une enfant. Recroquevillée dans ce lit que j'allais devoir quitter. Dans cette chambre qu'il voulait transformer en nurserie. Le lendemain matin, j'ai commencé à chercher. Studio, chambre de bonne, même les foyers. Tout était trop cher ou déjà pris. Ou alors, il ne voulait pas d'une femme de mon âge. Désolé, madame, mais on préfère quelqu'un de plus jeune. Avez-vous des garanties familiales? Des garanties familiales. Quelle ironie. Les jours passaient. Lucas évitait mon regard. Sophie avait commencé à mesurer la chambre pour les futurs meubles de bébé. Je les entendais chuchoter le soir quand ils croyaient que je dormais. Elle va trouver quelque chose. On ne peut pas la garder éternellement. C'est notre vie maintenant. Notre vie. Pas la nôtre. La leur. J'étais devenue une intruse dans la maison que j'avais sauvée. Une semaine avant l'expiration du délai, j'ai trouvé une chambre de 6 mètres carrés dans le 19e. 800 euros par mois. Sans cuisine, avec des toilettes sur le palier. Mais c'était ça ou la rue. Le jour du déménagement, Lucas a loué une camionnette. Il était presque gentil, ce matin-là. Presque comme avant. Il portait mes cartons avec précaution. Il m'a même aidé à installer mes meubles dans cet espace ridicule. Tu vas voir, maman. Tu vas être bien ici. Il mentait. On le savait tous les deux. Mais il mentait avec application. Avec cette conviction des gens qui ont besoin de croire leurs propres mensonges pour continuer à se regarder dans la glace. Quand il est parti, j'ai regardé ma nouvelle vie. Un lit. Une armoire. Une chaise. Une petite table où j'avais posé la photo de Lucas à 12 ans. Celle où il souriait en tenant son diplôme de fin d'année. J'ai touché cette photo. Du bout des doigts. Comme on caresse quelque chose qui nous a fait mal mais qu'on n'arrive pas à jeter. Les premiers mois ont été terribles. Cette solitude que je ne connaissais pas. Cette pauvreté nouvelle qui rendait chaque course, chaque facture, chaque geste du quotidien compliqué. Je comptais tout. Les yaourts, les médicaments, les tickets de métro. Moi qui avais travaillé toute ma vie. Moi qui n'avais jamais eu peur de manquer de rien. J'ai maigri. Beaucoup. Les voisins me regardaient avec pitié dans l'escalier. Cette vieille dame seule qui parlait à son chat parce qu'elle n'avait personne d'autre. Lucas m'appelait. 1 fois par semaine. Le dimanche soir. Toujours à la même heure. Comme une obligation inscrite dans son agenda. Ça va, maman? Oui, mon chéri. Mensonge de part et d'autre. Politesse familiale. Distance polie. Il ne m'invitait jamais. Je n'osais pas demander. Nous étions devenus des étrangers qui partageaient un nom de famille. C'est au bout de 6 mois que j'ai découvert les Restos du Cœur. Pas comme bénéficiaire. Je n'avais pas encore franchi cette ligne rouge de ma fierté. Mais comme bénévole. Parce qu'il me fallait quelque chose. N'importe quoi pour occuper ces journées infinies où je n'étais plus utile à personne. Madame Berger m'a accueilli. Une femme de mon âge qui dirigeait l'antenne du 15e arrondissement.
Des mains rugueuses et des yeux qui avaient vu trop de choses pour juger quiconque. Vous avez déjà travaillé dans l'humanitaire? Non, mais j'ai été infirmière. Elle a souri. Parfait. On a besoin de quelqu'un qui sait écouter. Écouter. J'avais passé ma vie à écouter. Les patients. Lucas. Ses problèmes d'adolescent puis d'adulte. Ses chagrins d'amour. Ses échecs professionnels. Ses angoisses de père à venir. J'avais toujours écouté. Maintenant, j'écoutais Brigitte qui n'arrivait pas à payer son loyer depuis que son mari était parti. Michel qui avait perdu son travail à 57 ans et que personne ne voulait plus embaucher. Sarah qui élevait seule ses 3 enfants avec 400 € par mois. Des histoires de solitude, de trahison, d'abandon, des histoires comme la mienne. Sauf que moi, j'étais de l'autre côté du comptoir. Celle qui donnait au lieu de recevoir. Ça me redonnait une dignité. Une raison de me lever le matin. Les mois passaient. Je ne comptais plus en semaines mais en saisons. L'automne de ma première solitude. L'hiver de ma pauvreté acceptée. Le printemps de ma reconstruction silencieuse. Lucas continuait ses appels dominicaux. Il me parlait du bébé maintenant. Une fille. Qui s'appellerait Emma. Qui avait donné son premier coup dans le ventre de sa mère. Je souriais au téléphone. Je posais les bonnes questions. Je jouais mon rôle de grand-mère heureuse et comblée. Mais la vérité, c'est que j'avais mal. Mal à chaque détail de cette vie de famille dont j'étais exclue. Mal de n'être qu'une voix au bout du fil. Mal de ne pas pouvoir toucher ce ventre qui s'arrondissait. Mal de ne pas faire partie de cette joie. Emma est née un mardi de septembre. Lucas m'a appelé de la maternité. Elle est magnifique, maman. Elle te ressemble. J'ai pleuré. De joie et de tristesse mélangées. De cette fierté ancestrale de voir sa lignée continuer et de cette douleur moderne de ne pas en faire partie. Quand est-ce que je peux la voir? Dès que Sophie sera sortie de la maternité. On t'appellera. Il ne m'a pas appelé. Pas cette semaine-là, ni la suivante, ni celle d'après. Quand j'ai fini par téléphoner moi-même, Sophie a décroché. Lucas n'est pas là. Le bébé pleure beaucoup en ce moment. C'est compliqué. Je pourrais peut-être aider? J'ai de l'expérience avec les... Non, non. On gère. Je te laisse, Emma se réveille. Clic. Elle avait raccroché. J'ai compris ce jour-là que je n'étais pas juste géographiquement exclu. J'étais émotionnellement effacé. Rayé de leur existence comme on efface une erreur au correcteur blanc. Ma petite fille avait 3 mois quand j'ai reçu le courrier. Une enveloppe avec l'entête du notaire. Mon nom écrit à la machine. Madame Sylvie Morel. À l'intérieur, une lettre de Lucas et des documents officiels. Maman, j'espère que tu vas bien. Sophie et moi avons réfléchi et nous avons décidé de vendre la maison. C'est trop grand pour nous maintenant et l'entretien coûte cher. Nous avons trouvé un appartement plus petit qui nous convient mieux. Le problème, c'est que la maison est encore à ton nom à cause du prêt que tu avais contracté pour nous aider. Il faut que tu signes les papiers ci-joints pour que la vente puisse se faire. Le notaire dit que c'est juste une formalité. Merci d'avance. Lucas. PS. Emma va bien. Elle commence à faire ses nuits. J'ai relu la lettre 3 fois. Les mots dansaient devant mes yeux. La maison était à mon nom. Bien sûr qu'elle était à mon nom. C'est moi qui avais contracté le prêt pour la sauver. À mon âge, avec ma situation. J'avais dû me porter garante sur mes biens personnels. La maison était légalement à moi. Et il voulait la vendre. Sans me demander mon avis. Sans me proposer de revenir. Sans même me dire combien il comptait la vendre. J'ai appelé le notaire. Maître Dubois. Un homme patient qui m'a expliqué la situation avec des mots simples. Madame Morel, effectivement, vous êtes propriétaire de cette maison. Votre fils et sa femme y vivent mais n'ont aucun droit dessus tant que le prêt n'est pas remboursé. Si vous signez ces papiers, vous transférez automatiquement la propriété à votre fils. Et s'il vend? L'argent de la vente lui reviendra entièrement. Même si c'est moi qui ai payé?
même si c'est vous qui avez payé. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Ils voulaient que je leur donne une maison qui valait maintenant 400 000 euros. Une maison que j'avais sauvée avec mes derniers sous. Une maison d'où ils m'avaient chassé. Et en échange, j'aurais quoi? Rien. Toujours rien. Cette nuit-là, j'ai eu une illumination. Pas une révélation douce. Une illumination froide et tranchante comme une lame de rasoir. Je n'étais pas obligé de signer. Légalement, cette maison était à moi. Moralement, elle était à moi aussi. J'avais donné ma vie pour Lucas. Mes économies. Mon avenir. Ma dignité. Il était temps qu'il me rende quelque chose. Le lendemain, j'ai rappelé le notaire. Maître Dubois, je ne signerai les papiers qu'à une condition. Je veux être remboursé intégralement des 200 000 euros que j'ai investis dans cette maison. Silence au bout du fil. Madame Morel, votre fils a-t-il cette somme? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème. Et s'il ne l'a pas? Alors je ne signe pas. J'ai raccroché avec un sourire. Le premier vrai sourire depuis des mois. Lucas m'a appelé le soir même. Sa voix était différente. Tendue. Inquiète. Maman, qu'est-ce que tu fais? Le notaire dit que tu poses des conditions. Je veux récupérer mon argent, Lucas. Quel argent? Cette question m'a coupé le souffle. Quel argent? Mes économies de toute une vie qu'il avait dilapidées pour sauver sa petite situation bourgeoise. Les 200 000 euros que je t'ai donnés. Mais maman, c'était un cadeau. Tu nous as aidés. Un cadeau. Il appelait ça un cadeau. Non, Lucas. C'était un prêt. Un prêt sans intérêt parce que tu étais mon fils. Mais un prêt quand même. On n'a pas cet argent. Alors trouvez-le. Maman, sois raisonnable. On a un bébé maintenant. Des charges. On ne peut pas? Moi aussi j'avais des charges quand je t'ai aidé. Ça ne m'a pas empêché de tout donner. Long silence. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Cette question m'a surprise. Parce que je ne savais pas. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Récupérer ma place dans sa vie? Impossible. Il avait trop bien réussi à m'effacer. Récupérer mon argent? Ce serait justice, mais ce n'était pas ce qui me ferait le plus de bien. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Je veux ma dignité, Lucas. Ta dignité? Je veux que tu reconnaisses ce que j'ai sacrifié pour toi. Je veux que tu assumes tes responsabilités. Je veux que tu arrêtes de faire comme si tu me devais rien. Mais maman, je ne signe rien tant que tu ne m'as pas remboursé. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'exister. Les semaines suivantes ont été étranges. Lucas rappelait tous les 2 jours. Sa voix changeait à chaque conversation. D'abord suppliante, puis en colère, puis manipulatrice. Tu ne penses pas à ta petite fille? Tu veux qu'on vive dans un appartement miteux? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Quelle blague! Sophie a pris le relais. Sa voix était dure au téléphone. Sylvie, vous ne pouvez pas faire ça. Cette maison, c'est notre vie. Cette maison, c'est mes économies. Lucas est votre fils. Et alors? Ça lui donne le droit de me voler? Vous volez? Mais vous étiez d'accord pour nous aider. J'étais d'accord pour vous aider temporairement. Pas pour me sacrifier définitivement. Elle a raccroché. 3 mois ont passé. Il ne trouvait pas l'argent. Normal. Quand on vit au-dessus de ses moyens, quand on fait des enfants dans une maison qu'on ne peut pas se payer, quand on compte sur sa belle-mère pour régler tous les problèmes, on n'a pas 200 000 euros sous le matelas. C'est là que j'ai eu ma deuxième illumination. J'ai rappelé le notaire. Maître Dubois, s'ils ne peuvent pas me rembourser, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, techniquement, vous pouvez reprendre possession de votre bien. Reprendre possession? Vous êtes propriétaire, Madame Morel. Vous avez le droit de récupérer votre maison. Récupérer ma maison. L'idée a fait son chemin. Lentement.
comme une plante qui pousse dans l'obscurité. Cette maison que j'avais sauvée. Cette maison d'où il m'avait chassé. Cette maison où ma petite fille dormait dans la chambre qui était la mienne. Pourquoi pas? Après tout, c'était justice. Après tout, c'était chez moi. J'ai pris rendez-vous avec le notaire. Maître Dubois m'a reçu dans son bureau lambrissé du 16e arrondissement. Il m'a expliqué la procédure. Les délais. Les conséquences. Votre fils et sa famille devront partir, vous en êtes consciente? Oui. Et vous êtes prête à assumer cette décision? J'ai regardé par la fenêtre. Les toits de Paris sous le soleil d'automne. Cette ville où j'avais travaillé toute ma vie. Cette ville où j'étais en train de survivre dans 6 mètres carrés. Oui. Je suis prête. La procédure a duré 2 mois. 2 mois pendant lesquels Lucas a tenté tout ce qu'il pouvait. Les menaces. Le chantage affectif. Le silence total. Il est même venu une fois dans ma chambre de bonne. Il était pâle. Amaigri. Il tenait Emma dans les bras. Elle avait grandi. Elle était magnifique. Maman, regarde ta petite fille. Tu veux vraiment qu'elle grandisse dans un appartement miteux? J'ai regardé cette petite merveille qui me souriait sans me connaître. Mes yeux se sont embués. Tu veux vraiment qu'elle grandisse en pensant que sa grand-mère était une carpette? Il est parti sans rien dire. Le jour J est arrivé. Un vendredi de novembre. L'huissier. Le serrurier. Moi avec mes 2 valises. Lucas et Sophie avaient déménagé la veille. Ils n'ont pas voulu me voir. Ils avaient laissé les clés chez le voisin avec un mot. Puisses-tu être heureuse dans ta maison? Le sarcasme était visible même dans l'écriture. J'ai ouvert la porte. Mon cœur battait comme celui d'une adolescente amoureuse. Ça sentait encore leur parfum, leur vie, leurs habitudes. Dans ce qui avait été ma chambre, ils avaient laissé le berceau. Vide. Au milieu de la pièce. Comme un reproche silencieux. Je l'ai regardé longtemps. Ce petit lit où ma petite fille avait dormi. Ce petit lit que je ne verrai plus jamais occupé. Et puis, je l'ai démonté. Pièce par pièce. Vie par vis. Parce qu'il fallait que je me réapproprie cet espace. Parce qu'il fallait que cette chambre redevienne la mienne. Les premiers jours ont été difficiles. Cette maison était pleine de fantômes. Leurs rires. Leurs disputes. Leurs projets d'avenir dont j'étais exclu. Mais peu à peu, j'ai remis mes affaires. Mes photos. Mes livres. Mes habitudes. J'ai redécoré ma chambre. J'ai installé un petit bureau près de la fenêtre. J'ai planté des fleurs dans le jardin. J'ai apprivoisé ma solitude. Parce que c'était ma solitude maintenant. Choisie. Assumée. Digne. Lucas n'appelle plus. Sophie non plus. Emma grandit quelque part sans savoir qu'elle a une grand-mère qui l'aime en silence. Parfois, ça me fait mal. Cette absence. Ce manque. Cette famille que j'ai perdue en récupérant ma maison. Mais la plupart du temps, je suis en paix. Parce que j'ai récupéré plus qu'une maison. J'ai récupéré ma dignité. J'ai récupéré mon droit d'exister. J'ai récupéré cette chose précieuse qu'on appelle l'estime de soi et que j'avais bradée contre l'amour d'un fils ingrat. Le soir, je m'assieds dans mon jardin. Je regarde les étoiles. Je bois mon thé dans ma plus belle tasse. Et je me dis que parfois, il faut savoir perdre sa famille pour retrouver sa fierté. Parfois, il faut savoir dire non à ceux qu'on aime pour continuer à s'aimer soi-même. Parfois, il faut accepter la solitude pour échapper à la servitude. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je ne sais pas si je reverrai Emma un jour. Je ne sais pas si Lucas me pardonnera jamais. Mais je sais une chose. Quand je me regarde dans la glace maintenant, je reconnais la femme qui me fait face. Cette femme qui a travaillé 40 ans sans jamais baisser les bras. Cette femme qui a élevé seule son enfant sans jamais se plaindre. Cette femme qui a donné tout ce qu'elle avait sans jamais rien demander en retour. Cette femme-là mérite mieux qu'une chambre de bonne et des appels dominicaux de politesse. Cette femme-là mérite de finir sa vie dans sa maison. Et si c'est égoïste, tant pis. J'ai donné toute ma vie aux autres. Il me reste peut-être 10 ou 15 ans à vivre.
Ces années-là, elles sont pour moi. Le matin, je me lève dans ma chambre. Je fais mon café dans ma cuisine. Je lis mon journal dans mon jardin. Et quand le téléphone ne sonne pas, je ne suis plus triste. Je suis libre. Libre de cette culpabilité qui me rongeait. Libre de cette dépendance affective qui me tuait. Libre d'être enfin Sylvie Morel, et plus seulement la mère de Lucas. Au Resto du Cœur, mes collègues bénévoles ont compris. Sans jugement. Sans commentaire. Madame Berger m'a juste dit un jour, « Vous avez repris des couleurs. » C'est vrai. J'ai repris des couleurs. Les couleurs de la fierté retrouvée. Les couleurs de la dignité reconquise. Les couleurs de l'amour-propre ressuscité. Hier, j'ai croisé une voisine de mon ancienne rue. Elle m'a dit, « Oh, Sylvie, on m'a dit que vous alliez récupérer votre maison. Et Lucas et Sophie? Ils ont déménagé. » Ah bon? Ils vont bien? Je l'espère. Et vous ne vous parlez plus? Non. Elle m'a regardé avec cette pitié qui m'agaçait tant avant. Oh, ma pauvre, vous devez être si malheureuse. J'ai souri. Non. Je suis chez moi. Et c'est vrai. Je suis chez moi. Dans ma maison payée avec mes larmes et mes économies. Dans ma vie reconstruite sur les ruines de mes illusions. Dans ma solitude choisie plutôt que dans ma dépendance subie. Le soir, avant de m'endormir, je repense parfois à cette phrase que Lucas avait dit le jour où il m'avait demandé de partir. Tu vas te sentir moins seul. Il se trompait. Je me sens moins seul maintenant que j'assume ma solitude. Je me sens moins seul maintenant que je ne cours plus après un amour à sens unique. Je me sens moins seul maintenant que j'ai accepté que l'amour maternel ne se rembourse pas. Mais que la dignité, elle, ne se brade pas. Ma maison sent maintenant la lavande et les biscuits que je fais le dimanche. Elle sent mes habitudes retrouvées. Elle sent ma paix conquise. Et quand le vent fait claquer les volets, ce n'est plus le bruit de ma solitude. C'est le bruit de ma liberté. Parfois, très tard le soir, quand Paris dort et que ma maison respire dans l'obscurité, je monte à l'étage. Je pousse la porte de ce qui était la chambre d'Emma. La pièce est vide maintenant. Juste mes cartons de souvenirs et cette lumière de lune qui découpe des rectangles sur le parquet. Je m'assieds par terre, dos contre le mur, et je ferme les yeux. Dans le silence, j'entends encore son premier cri au téléphone. Cette voix minuscule qui cherchait sa place dans le monde. Cette petite fille que je ne connaîtrai jamais vraiment. Est-ce que je regrette? La question me hante certaines nuits. Est-ce que j'aurais dû courber l'échine? Accepter les miettes? Signer ces papiers et laisser Lucas vendre ma maison pour effacer ma contribution de leur histoire familiale? Non. Je ne regrette pas. Parce que j'ai appris quelque chose d'essentiel ces derniers mois. On peut aimer quelqu'un et refuser d'être son paillasson. On peut être mère et avoir droit au respect. On peut donner sa vie et exiger qu'elle ait eu de la valeur. Ce matin, j'ai reçu une lettre. Pas de Lucas. De l'administration fiscale. Le montant de ma taxe foncière pour cette année. J'ai souri en la lisant. Propriétaire, Madame Sylvie Morel. Ces mots-là, imprimés en noir sur blanc, valent toutes les réconciliations du monde. Je suis propriétaire de ma vie. Propriétaire de mes choix. Propriétaire de ma dignité. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Même pas mon propre fils. La semaine dernière, Madame Berger m'a proposé de prendre plus de responsabilités au Resto du Cœur. Coordonner les nouvelles bénévoles. Former les équipes. Vous avez cette autorité naturelle, m'a-t-elle dit. Cette force tranquille qui rassure les gens. Une force tranquille. Moi qui me pensais faible. Moi qui avais passé ma vie à plier devant les exigences des autres. J'avais une force tranquille. J'ai accepté sa proposition. Parce qu'il faut bien que cette expérience serve à quelque chose. Parce qu'il faut bien que ma douleur aide d'autres femmes à ne pas faire les mêmes erreurs. Hier, une dame de mon âge est venue nous voir. Elle s'appelait Martine. Son fils venait de la mettre dans une maison de retraite contre sa volonté pour vendre son appartement. Elle pleurait en racontant son histoire. Je l'ai écoutée.
Longtemps. Sans juger. Sans conseiller. Et puis, quand elle a eu fini, je lui ai dit. Martine, vous n'êtes pas obligée d'accepter. Vous avez des droits. Vous avez de la valeur. Vous méritez mieux. Ses yeux se sont éclairés. Comme si quelqu'un venait d'allumer une bougie dans l'obscurité. Vous croyez? J'en suis sûr. Elle m'a serré dans ses bras. Fort. Comme on serre quelqu'un qui vous sauve la vie. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai compris pourquoi tout ça était arrivé. Pas pour me punir. Pas pour me faire souffrir. Mais pour m'enseigner quelque chose d'essentiel. L'amour ne justifie pas tout. L'amour ne justifie pas l'humiliation. L'amour ne justifie pas le sacrifice de soi. L'amour ne justifie pas l'effacement. Le vrai amour, celui qui mérite ce nom, il honore. Il respecte. Il protège. Il ne détruit pas. Maintenant, quand je me couche dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison, je n'ai plus cette boule au ventre qui m'accompagnait depuis des années. Cette angoisse permanente de décevoir. De ne pas être à la hauteur. De perdre l'amour de ceux qui comptent. J'ai perdu cet amour-là. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux. L'estime de moi-même. Et ça, voyez-vous, ça n'a pas de prix. Ça ne se marchande pas. Ça ne se négocie pas. Ça se défend. Bec et ongles. Même contre son propre fils. Surtout contre son propre fils. Parce que c'est lui qui nous connaît le mieux. Lui qui sait exactement où appuyer pour que ça fasse mal. Lui qui peut nous manipuler avec une précision chirurgicale en utilisant notre amour comme une arme contre nous. Mais j'ai appris. J'ai appris qu'on peut aimer quelqu'un et lui dire non. J'ai appris qu'on peut être mère et poser des limites. J'ai appris qu'on peut vieillir et rester debout. Ces leçons-là, je ne les oublierai jamais. Et si un jour Emma vient frapper à ma porte, curieuse de connaître cette grand-mère mystérieuse dont on ne parle jamais à la maison, je serai là. Pas pour me venger. Pas pour la retourner contre ses parents. Mais pour lui transmettre ce que j'ai appris. Qu'elle a de la valeur. Qu'elle mérite le respect. Qu'elle n'a pas à se sacrifier pour mériter l'amour. Que l'amour véritable ne demande pas de sacrifice. Il offre. Il protège. Il élève. En attendant ce jour qui viendra peut-être, je continue ma route. Dans ma maison que j'ai reconquise. Dans ma vie que j'ai reconstruite. Dans ma dignité que j'ai retrouvée. Et quand les gens me demandent si je suis heureuse, je réponds. Je suis en paix. Parce que le bonheur, c'est compliqué. Mais la paix, c'est simple. C'est savoir qu'on a fait ce qu'il fallait. C'est se coucher le soir sans honte. C'est se lever le matin sans regret. C'est être fier de la femme qu'on voit dans le miroir. Cette femme qui a refusé de disparaître. Cette femme qui a dit non quand tout le monde attendait qu'elle dise oui. Cette femme qui a choisi sa dignité plutôt que la facilité. Cette femme-là, je l'aime. Enfin. Et c'est peut-être ça, la vraie victoire. Pas d'avoir récupéré ma maison. D'avoir récupéré l'amour de moi-même.